Et on est en direct. Bienvenue sur ce webinar sur la chaîne LinkedIn de InSitu. Aujourd'hui, on va parler des différentes thématiques qui concernent les freelances, que vous soyez en micro-BNC, que vous soyez en SASU, en EURL, euh, peu importe le statut. On va aborder justement toutes les différences sur tous ces statuts-là sur la fin d'année, l'optimisation des charges, des dividendes, les changements de statut, les plafonds, etc. C'est le sujet qu'on va pouvoir aborder avec Laurent, qui représente notre partenaire Number et qui est donc un comptable expérimenté dans le sujet des freelances. Je mets tout de suite le générique pour que vous ayez le temps de vous dire bonjour dans le chat et de prévenir tous vos amis qu'on va commencer incessamment sous peu. Et merci beaucoup, à bienvenue.
Et merci à tous de nous avoir rejoints, en particulier Brice et Maximilien qui ont mis des commentaires dans le chat. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans le chat, sinon je ne peux pas dire votre prénom ou dire bonjour. Alors, je vais faire monter sur la scène Laurent. Hop. Bienvenue Laurent. Salut Damien, bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on fait comme ça? On reste comme ça? On va rester comme ça. Je vais te mettre à gauche. Ça, c'est moi qui aurai le chat au-dessus de la tête. Hop. On peut le mettre plus bas comme ça le chat. Très bien. Alors, aujourd'hui, on reçoit donc Laurent. Donc, tu es comptable spécialisé dans l'accompagnement des freelances chez Number et tu es également co-auteur du livre Pro en freelance aux éditions Vibert. Number, c'est un partenaire in situ depuis plusieurs années. Donc, tu accompagnes souvent les freelances qui créent des sociétés, spécialement pour démarrer avec nous. Est-ce que tu veux ajouter un mot sur cette présentation? Ça fait combien de temps que tu fais comptable avec des freelances en particulier, toi? Ça fait un petit moment, ça fait plus de 9 ans maintenant, donc c'est un sujet que je maîtrise plutôt bien. Et c'est toujours un vrai plaisir d'accompagner les freelances dans leur lancement, dans le choix du statut. C'est assez vivifiant de voir ces nouvelles expériences professionnelles qui se dessinent. Donc très très heureux de faire ça au quotidien et de faire ça avec les freelances in situ encore plus. C'est vrai que tout à l'heure, je regardais, notre premier échange de SMS, c'est septembre 2021. Donc ça fait plus que 2 ans, hein, je crois. Mm. Là, ça fait septembre 2021, c'était le Covid, quoi. Ouais. Bienvenue Alex, aussi, qui nous a rejoint dans le chat. Et alors, les sujets aujourd'hui, on va parler de micro BNC, les plafonds qui changent tous les 6 mois, qui sont annulés, etc. Tu vas nous aider à nous y retrouver. Rémunération versus dividende également. C'est un peu le débat, l'arbitrage de fin d'année. Et enfin, les charges en SASU et en URL, ça se passe pas de la même façon. Est-ce que dans le chat, vous savez déjà sur quelle structure vous avez? Ça nous permettra de donner plus de temps. Dites-nous si vous êtes plutôt sur des structures SASU, URL, etc. Ça nous aidera à gagner du sujet. Et voilà. Toi, de manière générale, est-ce que tu sais expliquer c'est quoi ton rôle au sein de Number? Est-ce que tu es le contact qui s'occupe du marketing en plus déjà? Ouais, moi j'ai une double casquette. Je suis aussi responsable partenariat, donc en plus que conseiller sur la création d'entreprise, je suis en lien avec tout l'écosystème freelance en Île-de-France, mais plus largement aussi au niveau national. Et donc voilà, je suis en lien notamment avec Cassandra, un petit coucou à Cassandra qui organise avec toi Damien ces lives. Donc merci pour tout son travail et j'espère qu'on va pouvoir donner du soutien et du bon contenu au freelance in situ. Donc, je suis également client depuis plus de 10 ans. Ça fait la troisième société que je serai avec vous, peut-être? Et le process est vachement digitalisé. En une semaine, on a presque tout fait, là. Incroyable. C'est vrai. Mm. Ouais, on essaie de faire gagner du temps aux freelances qui se lancent. On sait que souvent, quand ils viennent nous voir, ils ont la mission, ils doivent vraiment commencer à avoir le SIRET pour facturer. Donc, on a mis en place un process tout digitalisé qui fait que voilà, ça ne te prend pas trop de temps et on arrive à avoir des cabis assez rapidement, même s'il y a toujours l'aléa du greffe qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais ouais, on a conscience de l'enjeu et on a fait en sorte de maîtriser le temps de la meilleure des façons, quoi. Je sais pas qui c'est, coucou, c'est moi. Alors, quand vous utilisez LinkedIn, le plus souvent, vous avez un paramètre par défaut qui fait que vos données sont pas partagées correctement. C'est ça qui fait la visibilité. Je vais aller voir le coucou, c'est moi. Bah, c'est Cassandra qui dit coucou, c'est moi, bien sûr. Qu'est-ce que je disais? Ouais, le greffe. Et effectivement, t'as raison, j'ai attendu d'avoir le devis signé pour demander la création de la société. J'ai fait ça aussi. On fait toujours ça. Mm. En même temps, vu que ça coûte des sous, Cassandra veut envoyer la dynamite. Avant de démarrer, du coup, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, un petit mot sur InSitu. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, hein, InSitu met en relation les freelances en charge de mission avec des grands comptes en particulier. Elle va mettre des dynamites partout, Cassandra. Grâce à InSitu Portage, vous pouvez également devenir indépendant avec un statut de portage salarial. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et en plus, ils ont un service de portage qui est très sérieux et très éthique. Ils sont présents partout en France, notamment à Lille, Lyon, Nantes, Valence, Bruxelles et désormais Paris, avec l'ouverture de l'agence à Paris. Si vous êtes intéressé, indiquez votre ville en commentaire. L'équipe est là pour vous répondre. On a déjà vu Maximilien, on a déjà vu Camille. Ça, c'est l'équipe lyonnaise, grenobloise, valenciennoise, valençoise. Camille, tu es valençoise? Elle nous dira dans le chat précisément. On commence avec le premier sujet sur les micros BNC.
Alors, enfin, moi j'avais déjà eu une micro il y a 10 ans et cette année j'ai appris que le seuil de TVA il était à 30 000. Du coup, ma dernière facture est tombée 50 euros en dessous, c'est 33 500, c'est ça? Ouais, alors c'est 37 500. En fait, tu as deux seuils. C'est ce qui fait Hmm. que c'est pas facile à comprendre et qu'il y a souvent des erreurs. Mais ouais, en fait, tu as un Ah oui, premier ça doit seuil pour la franchise de TVA à 37 500 euros, qui est un seuil de tolérance. Ouais, Si tu as un chiffre d'affaires en fin d'année qui tombe entre 37 500 et 41 250 euros, dans ce cas-là, au 1er janvier de l'année qui suit, fini pour toi la franchise et tu dois facturer avec de la TVA. Donc ça, ouais, c'est première situation, qui est peu commune, mais qui peut arriver. Tu es dans ce seuil de tolérance entre 37 500 et 41 250. Donc voilà, là, automatiquement, au 1er janvier qui suit, tu bascules sur un régime de TVA, donc tu ne peux plus être en franchise et tu dois facturer de la TVA à tes clients que tu dois ensuite mhm, collecter et reverser à l'administration fiscale. ouais, Donc, première situation. Deuxième situation, tu dépasses le seuil de 41 250 euros. Et là, ce seuil-là, il est direct. En fait, si tu dépasses ce montant-là, au premier jour du dépassement, tu dois commencer à facturer avec de la TVA. Donc, c'est ouais, souvent la situation qu'on retrouve le plus. Tu dépasses largement, tu dépasses les 41 250 euros. Donc, à partir du jour de dépassement, tu factures avec de la TVA. Petite nuance qui a son importance, on parle ici de chiffre d'affaires encaissé. Voilà, les ouais. 41 250 euros ou les 37 000 et quelques qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est du chiffre d'affaires encaissé. Donc, c'est ce qui tombe sur le compte bancaire de ta micro-entreprise, quoi. Ah, c'est un sujet aussi, hein. C'est vrai que des fois, en micro, on peut se tromper et déclarer du chiffre d'affaires facturé, alors qu'en fait, non, c'est l'encaissement, hein. Sinon, on va commencer à payer les charges sur des choses qui sont pas encaissées, quoi. Euh, Quand on est, enfin les trois quarts des freelances qui nous regardent, alors confirmez-moi hein, si vous êtes dans le chat, hein, confirmez-moi, affirmez-moi, vous travaillez quand même principalement avec des pros. La TVA, c'est pas un souci. L'exemption de TVA, c'est intéressant quand on travaille avec des particuliers plus. J'ai bien compris, Laurent? Ouais, tout à fait. Ouais, tu as totalement raison, Damien. En gros, le principe, c'est que quand tu bosses avec des associations, des particuliers, en fait, des entités qui ne Ouais. peuvent pas, elles, récupérer la TVA, le prix réel de ta presta, c'est le prix TTC, hors taxe, plus la TVA que tu factures. Alors que quand tu travailles avec une entreprise, une société qui est elle-même soumise à TVA, en fait, le système de la TVA fait que la TVA qu'elle va payer pour toi, en fait, c'est de la TVA déductible pour elle. C'est-à-dire qu'elle va soustraire le montant de TVA qu'elle paye sur ses fournisseurs et dont toi en tant que freelance, de la TVA qu'elle, elle collecte. Mhm. Donc, in fine, le coût réel de ta prestation pour l'entreprise, c'est ton coût hors taxe. Donc, en effet, Damien, si tes clients sont des entreprises elles-mêmes soumises à TVA, c'est Ouais. neutre. Quand tu vas commencer à facturer de la TVA, ça sera à la fin le même coût pour ton client. Mm. Et toi, Ouais, ça peut être avantageux. peut-être les transfrontaliers aussi, ceux qui travaillent avec des sociétés au Luxembourg, peut-être. Si t'as une société, enfin voilà, est-ce qu'il y a des Mosellans dans la salle qui nous écoutent ou des champenois? Mais c'est vrai que des fois, enfin, je crois que ça m'est arrivé une fois en 10 ans d'avoir un client luxembourgeois qui me dit: Ah ouais, mais s'il faut payer la TVA, en plus, je préfère bosser avec des luxembourgeois, quoi. Et Mm. si... c'est un corner case encore, c'est genre. Peut-être c'est un cas particulier, quoi. Ouais, c'est un cas particulier. Mais en gros, dès que tu travailles avec des entités qui sont pas soumises à TVA, sous le régime français, voilà, là, ça peut être intéressant d'entrer en franchise parce que tu n'as pas besoin de facturer le surplus de TVA qui, pour le client à la fin, voilà, compte. Alors que quand tu as une société française elle-même soumise à TVA, la TVA payée, elle est Ouais. indolore. C'est de la trésor à sortir au début, mais in fine, elle la récupère et donc ça ne lui coûte pas. C'est là où tu voulais en venir, c'est-à-dire que du coup, c'est vrai que c'est un truc qui est un peu relou quand t'as une micro toute neuve, c'est que du coup, tu peux pas déduire la TVA des charges que tu fais, quoi. Quand t'achètes un Exactement. ordinateur ou des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Quand tu es en franchise de TVA, certes, tu collectes pas de la TVA auprès de tes clients, mais en contrepartie, tu ne peux pas récupérer la TVA déductible sur tes différents achats. Donc, ça peut être intéressant dès le démarrage, en fait, si tu es en micro, de demander à être soumis à TVA, si tu as Ouais. des clients français eux-mêmes soumis à TVA, parce qu'au moins, tu vas pouvoir récupérer la TVA
voilà, sur tes achats, sur tes fournisseurs. C'est pas forcément évident à comprendre parce que souvent en micro, on a en tête qu'on est en micro-entreprise, donc on ne peut pas déduire de charges. Mais là, on est sur une logique différente. On est sur la logique de la TVA et de la récupération de la TVA payée, voilà, sur ces fournisseurs. Donc, concernant la Ouais. TVA, on peut le faire si on est soumis à TVA, même si on est micro-entrepreneur. Et du coup, le plafond qui est à 77 000, c'est le plafond avant de passer sur un régime d'entreprise individuelle? Exactement, exactement, c'est ça, Damien. Et c'est le gros piège, en fait, c'est se mélanger les différents seuils. Là, on a vu la problématique de la TVA, mais Mhm, pour rester en micro-entreprise, c'est-à-dire continuer de bénéficier de l'abattement forfaitaire de 34% et mhm. des taux de cotisation sociale de micro qui sont à 24,6% là en 2025, qui vont être de 1 point supplémentaire en 2026. Donc pour les micros qui nous écoutent, voilà, je ne sais pas si vous l'aviez en tête, mais les taux de cotisation vont augmenter de 1% l'année prochaine. Mais donc pour garder ce système avec ces taux de cotisation-là et l'abattement, le Mhm. seuil, il est à 77 700 euros de chiffre d'affaires encaissé, sachant qu'on a le droit à l'erreur. On peut dépasser une année, le tout c'est de ne pas dépasser 2 années de suite. Donc Ouais. par exemple, si je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2025, en 2026, je reste en micro, donc j'ai toujours mon système d'abattement, j'ai toujours mes taux de cotisation sociale de micro-entrepreneur. Par contre, si en 2026, je refais 100 000, alors dans ce cas, au 1er janvier 2027, fini pour moi la micro-entreprise et je serai automatiquement rattaché au régime d'entreprise individuelle, au réel. Donc, pour expliciter un peu, comme son nom l'indique, en fait, on est au réel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déduire en fonction de leur valeur réelle les charges sociales et les frais liés à l'activité. Donc, à la fin, voilà, j'ai mon chiffre d'affaires, je déduis mes frais, mes charges sociales, je dégage un bénéfice et c'est ce bénéfice qui va être imposé à l'impôt sur le revenu et qui sera la base aussi du paiement des cotisations sociales. Donc voilà, comparativement à la micro-entreprise où là on a le système d'abattement de 34% qui joue le rôle de charge à déduire quand on bascule en entreprise individuelle au réel, là voilà, on n'a pas l'abattement, c'est en fonction des valeurs réelles, des charges sociales et des frais. Et en fait, on se rend compte que ce modèle-là d'entreprise individuelle au réel n'est pas forcément le plus Ouais. adapté parce que tu peux déduire des frais, mais tu es assez limité en termes d'optimisation. Et on en parlera sur la problématique suivante, mais en société, tu as beaucoup plus de leviers pour maîtriser ta fiscalité, tes charges sociales. Tu peux te sortir du salaire, tu peux te sortir des dividendes et ainsi jouer Mhm. sur des taux d'impôt et des taux de charges sociales qui seront différents. Donc, généralement, quand tu dépasses le seuil de 77 700 2 années de suite, tu n'attends pas que l'administration fiscale te reverse en entreprise Non. individuelle au réel, mais tu anticipes et tu fermes ta micro juste avant la fin de l'année pour créer ta société. Ce que je trouve, enfin, commercialement, je trouve ça rassurant parce que des fois, tu commences un client avec un chiffre d'affaires qui va pas te faire exploser le plafond, et puis finalement, c'est une bonne nouvelle. En fait, la structure, elle permet quand même, enfin, même si ça va coûter des sous et ça va être compliqué, mais commercialement, ça marche de garder ta micro, de la transformer en EI pour continuer ce contrat-là. Après, c'est vrai que dès que tu peux transférer le contrat. Ce qu'il faut, c'est bien du coup si, bah déjà si t'as enfin, si t'as un portage commercial, ça te fait gagner du temps parce que si tu dois te re-référencer dans un Salesforce, un Sage ou un gros ERP, ben, tu vas devoir changer de CIR, etc. Ça va être compliqué. Alors que si tu as un portage commercial avec In-situ, par exemple, bah, au niveau du portage, ils vont pouvoir faire plus facilement le changement de CIR. Le deuxième sujet, c'est de marquer dans le contrat qu'il y a une transférabilité vers un autre CIR. Ça permet d'anticiper dès le début le changement de statut, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles, toi, au côté comptable, ou j'ai rajouté un coup sur la partie contractuelle? Pas forcément sur la partie contractuelle, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de le mentionner dès le démarrage avec le client. Euh, voilà, surtout si on sait qu'on a une mission un peu longue durée et qu'on arrive à anticiper qu'on on sera très potentiellement au-dessus des seuils. Ça peut être bien de l'indiquer dès le démarrage pour faciliter les choses auprès des services achats et être bien référencé. Ouais. Ah, Philippe nous met en commentaire, hein, la franchise de TVA, c'est un sujet, hein, parce que si on n'en parle pas dès le début, les clients, ils ont l'impression que le tarif, il prend 20% d'un coup. C'est vrai aussi, par exemple, si t'as pas bien expliqué que le tarif négocié, c'est le tarif hors taxe, et que bah, là, jusqu'à présent, il n'y a pas de TVA, mais après, il y en aura une.
Effectivement, c'est un sujet de technicité sur lequel il faut être à l'aise. Du coup, la BNC et la SASU, ça peut se cumuler que dans certaines conditions. Est-ce que tu veux essayer d'expliquer les conditions précises? Oui, alors c'est vrai qu'on Comme entend ça nous fera la souvent. transition sur la suite. Ouais, c'est vrai, on parlera de SASU un peu plus en profondeur après, mais c'est vrai qu'on voit ce modèle-là qui se répand pas mal auprès des freelances, mais il faut faire malgré tout assez attention parce que ça peut être considéré comme un abus de droit si on a la même activité sur sa SASU et sur son micro-BNC, sur sa micro-entreprise. Pourquoi? Parce que l'administration fiscale et l'URSSAF vont comprendre que tu prends une partie sur ta micro-entreprise pour te faire de la couverture sociale à moindre coût Ouais. et tu prends après sur ta SASU pour déduire des frais et te verser des dividendes potentiellement en jouant sur des taux d'impôt sur le revenu qui sont assez faibles. Donc, cette optimisation-là, en fait, normalement, voilà, n'est pas permise pour les mêmes activités. Donc, si dans les deux activités, on fait du consulting, c'est mort. Il y a un vrai risque de requalification voilà, comme un abus de droit. Ouais, du coup, alors Thibaut est encore sur la TVA. Le sujet, alors, le sujet, c'est du coup que ta micro, elle est différents clients qui soient bien distincts de ce que la SASU peut faire. Et si un client est client de ta SASU, bah, c'est la micro, elle va sous-traiter la partie qui la concerne pour que les activités soient bien distinctes. J'ai bien compris? Ouais, alors, même au-delà des clients, c'est vraiment, il faut que ce soit deux activités différentes. Ouais, deux Euh, activités vraiment différentes. Ouais, c'est vraiment les activités qui comptent. Parce que pourquoi on facturait pour la même activité, une sur la micro et une autre sur la société, sur sa SASU, l'administration fiscale ne comprendra pas et risque de requalifier le truc. Donc, si on veut faire ce modèle-là, il faut vraiment le justifier par des activités totalement différentes facturées sur la micro d'un côté et sur sa société de l'autre. Ah, Thibaut et Philippe sont partis sur la TVA. Nous, on avance du coup sur la partie 2. La partie 2, on va parler du coup. Alors, as commencé à le mentionner, hein, effectivement, le fait que les dividendes, ça peut être moins imposé sur l'impôt sur le revenu. Alors déjà, est-ce qu'il y a des spécificités en fonction du statut? Est-ce que sur SASU, SARL, URL, c'est quoi les spécificités? Ouais, alors on va commencer par les EURL et SARL gérant majoritaire. Donc, en EURL et SARL gérant majoritaire, sur l'aspect social, on a un statut social de travailleur non salarié, ce qui fait qu'on cotise à la sécurité sociale les indépendants. Et si on veut se prendre de la rémunération en tant que gérant, on aura à payer 45% à peu près de cotisation sociale. Donc, si ma société me verse 1000 de Mhm. REM, elle aura à payer 450 euros de charges sociales. Euh, sur les dividendes, donc peut-être si on se refait un schéma classique de société, j'ai mon chiffre d'affaires, je déduis les différents frais que je peux déduire sur ma boîte. Ensuite, je me verse une rémunération ou non. Si je me verse de la rémunération, je cotise. Donc à la fin, quand je déduis frais, rémunération, charges sociales de mon chiffre d'affaires, je dégage un bénéfice. Mhm. Ce bénéfice, il va être imposé à l'impôt sur les sociétés. Ouais. Une fois que j'ai payé mon impôt société, là, il me reste un bénéfice net. Et c'est ce bénéfice net que je vais pouvoir arbitrer entre soit le laisser dans ma structure et le placer en réserve, ou Mhm. soit le prendre en partie ou en totalité pour moi en tant qu'associé sous forme de dividende. Et donc, on a vu concernant la rémunération en EURL, voilà les 45% de cotisation. Si je souhaite me verser des dividendes en EURL sur la partie sociale, il va falloir aussi payer 45% de cotisation. Donc, on voit que, au final, est-ce qu'il y a un intérêt à prendre des dividendes si je peux me prendre de la Ouais. rémunération en amont qui va me faire baisser mon bénéfice et donc baisser mon impôt sur les sociétés? Donc, souvent dans les arbitrages en EURL, on va plutôt privilégier la rémunération en amont pour baisser son impôt société puisque ça ne sert pas forcément à grand-chose d'attendre les dividendes et donc de passer par la case impôt société juste avant, puisque sur mes dividendes, j'aurai quand même à payer les 45% de cotisation. Super clair. Si je me place maintenant en SASU, socialement, j'ai un statut de travailleur assimilé salarié. Donc, je suis pas salarié classique puisque je suis chef d'entreprise. Donc, il n'y a Mhm. pas de lien de subordination entre moi et ma société. Ce qui fait que je suis pas soumis au droit du travail classique. Je vais pas cotiser pour le chômage en tant que dirigeant.
mais j'ai un statut d'assimilé salarié parce que mes prestations sociales sont similaires à un salarié cadre. Donc, je suis très, très bien couvert. Mhm. Et donc ça a son importance puisque si je souhaite me rémunérer en tant que dirigeant de société, de SASU, mes cotisations vont être un peu chères. Ici, on parle en moyenne de 75% de cotisations. Donc en SASU, je me verse 1000, ma société doit payer 750 euros de cotisation. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, on cotise mieux pour sa retraite notamment. Euh, c'est ce qui explique le différentiel de coûts avec le URL qu'on a vu juste avant. Donc, si je redescends mon compte de résultat, mon organisation comptable de société, donc j'ai mon chiffre Ouais. d'affaires, je déduis mes frais, ma REM, mes cotisations à 75%, mon bénéfice, je paie mon impôt société dessus. À la fin, j'ai mon bénéfice net, j'arbitre. Si je veux me le récupérer en dividende, en SASU, ça me coûte combien? Ça va me coûter des prélèvements sociaux, la CSG, CRDS, à hauteur de 17,2%. Donc, Mhm. comparativement à l'EURL, on n'a pas de cotisation sociale à payer. On n'a pas à payer les 75% qu'on retrouve sur la rémunération. Non, sur les dividendes, pas de cotise, mais des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Ouais, donc les CSG ici, on est vraiment enfin, c'est vraiment la cotisation qu'on a aussi sur une assurance vie, sur tous les bénéfices, même si j'ai un portefeuille d'actions, par exemple, j'ai la CSG à tous les niveaux. La CSG, c'est la cotisation sociale sur les rentes, sur les dividendes de manière générale, quoi. Et les produits Ouais, financiers. ouais, c'est une bonne remarque, Damien. En fait, pour faire la différence entre cotisation sociale et prélèvements sociaux, en fait, quand on paie des cotisations sociales, derrière, on s'ouvre des droits. Ça nous permet de cotiser pour son assurance santé, sa prévoyance et la retraite. Mhm. Donc, directement, quand on cotise sur des charges sociales, on se crée du revenu différé. On appelle ça la retraite, de la Ouais. prévoyance, donc des indemnités journalières versées en cas d'arrêt de travail. Donc, voilà, si on pense égoïste, les charges sociales, certes, on les paye, mais à la fin, ça nous rapporte quelque chose. Alors que les prélèvements sociaux, en fait, ça a été créé à la base dans les années 90 pour réduire le trou de la sécurité sociale. Donc, ça ne nous ouvre aucun droit à titre personnel. C'est vraiment pour la collectivité, mais pour nous directement, non. Donc, Mm. les 17,2 qu'on va payer en SASU, voilà, certes, c'est moins cher que les 45% qu'on retrouve en EURL, mais ils ne nous créent aucun droit. Ouais, enfin, comme pour la retraite, hein, tu disais tout à l'heure, on cotise pour sa retraite. En vrai, la retraite, c'est un système de répartition. Contrairement à l'assurance chômage, où on paye vraiment jamais que notre chômage avec l'assurance chômage, ici, la retraite, ça fonctionne pas comme ça. C'est un Ouais, vrai- c'est une oui, après, cotisation. est-ce que ça va continuer de fonctionner comme ça? On ne sait pas, mais, Mais ouais, mais peut-être je comprends si l'idée. tu veux qu'on creuse la partie Mais non, retraite. justement, sur la partie retraite, est-ce que les TNS, ils sont encore à la. C'était la. J'ai failli dire la CIPAV, mais c'est pas ça. Ouais. Bah, c'était la CIPAV il y a quelques années. Ouais, Et maintenant, pour des activités de consulting, c'est plus la CIPAV. C'est directement la sécurité sociale des indépendants. d'accord. Donc, si tu compares avec la SASU, en fait, les points de retraite, quand tu es chez les indépendants, ils te coûtent moins cher. Donc, Mhm. c'est ce qui explique le différentiel de charges sociales. Mais à la fin, ils sont moins rémunérateurs Ouais. que les points Agir Carco, dont tu fais l'acquisition si tu es en SASU SAS, qui sont les points de retraite des cadres. Donc, certes, les points te coûtent plus cher, mais en fait, ils ont un meilleur rendement entre le coût du point et ce que ça te rapporte une fois que tu es, à la retraite. Donc voilà, ça c'est un élément de réponse sur pourquoi ça me coûte plus cher d'être en SASU sur ma rémunération que d'être en EURL. Même si dans les faits, en fait, vu que tu as un arbitrage en EURL qui fait que tu vas plutôt maximiser ta rémunération pour pas avoir de bénéfices imposés à l'impôt société, vu que tu prends plus de rémunération, ben, tu vas cotiser plus aussi. Ouais. Alors qu'en SASU, tu vas prendre une rémunération qui va être un peu plus maîtrisée pour payer moins de charges sociales. Donc en EURL, vu que tu te verses plus de REM, tu cotises plus. Et donc en cotisant plus, tu fais l'acquisition de plus de points de retraite, ce qui compense la valeur du point qui est moins importante. Vu que tu as plus de points, vu que tu cotises plus, in fine, si tu compares avec la SASU, SAS, où tu maîtrisais ta rémunération, donc tu cotisais pour un certain nombre de points, voilà, à la fin, la retraite créée est à peu près similaire, quoi.
Ouais. sur une rémunération maîtrisée en SASU et une rémunération plus importante en EURL qui te permet de plus cotiser, de faire plus d'acquisition de points de retraite chez les indépendants. Donc ça devient technique, j'espère que je ne vous perds pas, dites-le dans le chat au cas où. Mais voilà, ça se compense en URL puisque tu te rémunères plus, donc tu crées plus de droits. Et Bah, même si le point de retraite est moins rémunérateur, vu que tu en as plus, voilà, ça compense. en tout cas, on voit que tu as la conversation régulièrement quand même. Ouais, ouais, c'est un sujet qui revient souvent. Tu me disais que le timing n'était pas le même pour faire les arbitrages. C'est-à-dire que en EURL, ils vont faire cet arbitrage-là en début d'année, c'est ça? Ouais, en fait, tu as une urgence quand tu es en SASU parce que si tu veux te verser une rémunération qui concerne ton exercice 2025, il faut que ta rémunération soit déclarée sur une fiche de paye, Mhm. absolument, et tu peux pas faire la fiche de paye rétroactivement. Ou si tu Ouais. l'as fait, ça va générer des pénalités auprès de l'URSSAF, donc il vaut mieux éviter. Donc Mhm. si tu veux te faire une rémunération supplémentaire en SASU, parce que tu as vu dans tes arbitrages qu'il te manquait de la REM pour cotiser au maximum sur la retraite, par exemple, mais cette fiche de paye-là, tu dois la faire absolument sur décembre ou tout début janvier. Tu as encore la première semaine de janvier pour le faire. Et donc là, tu as une urgence à te décider sur le montant de ta rémunération en SASU Mhm. parce que passé la mi-janvier, ce sera trop tard. Ou si tu le fais, tu paieras des pénalités. Ouais, Alors qu'en EURL, quand t'es tout seul, t'as pas besoin de faire une AG pour fixer ta rémunération aussi. oui, c'est ça, c'est l'avantage. Quand tu es en SASU, tu n'as pas besoin de rendre les comptes avec d'autres associés, donc tu es un peu plus libre pour te choisir ton montant de rémunération. Pour te verser les dividendes aussi, c'est plus facile, c'est toi qui décides. Ouais, c'est ce qui fait que c'est malgré tout plus fluide quand tu es tout seul que quand t'as des associés. Et peut-être pour parler du pendant en EURL, comment ça se passe? Ouais. En fait, là, tu as des formalités pour déclarer ta rémunération qui sont un peu plus souples. En fait, tu vas déclarer ta rémunération en tant que dirigeant de URL sur ta déclaration d'impôt sur le revenu qui est au mois Mhm. d'avril-mai. Donc, en avril-mai 2026, tu vas déclarer ta REM 2025. Ce qui fait Mhm. qu'au moment où on va faire ton bilan en tant que cabinet d'expertise comptable, donc généralement, c'est sur les mois de janvier, février, mars, donc, quand on va se voir pour ton bilan en janvier, février, mars, on va pouvoir décider d'une prime de rémunération un peu exceptionnelle. Euh, et on va déclarer cette rémunération-là au mois d'avril-mai, au Mhm. moment de ta déclaration d'impôt sur le revenu. Et donc, dans ce cas-là, il y a pas de difficulté à le faire. On est dans Ouais. le bon calendrier auprès de l'URSSAF et auprès de l'administration fiscale. Parce que c'est ce qui fait que tu es un peu plus souple pour optimiser les choses quand tu es en EURL et SARL que quand tu es en SASU SAS. Euh, Est-ce que les charges, ça marche de la même façon aussi? Tu sais, on a parlé, enfin, tu m'as expliqué en préparation que le fait de s'acheter son ordinateur avant la fin de l'année, ça fonctionnait pas forcément aussi bien que je le pensais, qu'il fallait l'amortir. Est-ce que l'amortissement marche de la même façon en SASU ou en EURL? Oui, qu'importe le format juridique, hors micro, parce qu'on l'a compris, micro, tu n'as pas la possibilité de déduire de charges. Donc bon, là, ces enjeux-là ne te concernent pas, mais si tu es en société, que ce soit URL, SASU, SARL, Mhm. SAS, ouais, tu peux déduire les mêmes typologies de dépenses et les règles comptables d'amortissement seront les mêmes. Mhm. Et peut-être pour creuser sur le système d'amortissement, parce que souvent on a la question, on a des clients qui viennent nous voir au mois de décembre, ouais, je vais m'acheter un ordinateur 1000 euros pour passer juste avant la fin de l'année pour baisser mon résultat. Mais en fait, c'est déjà trop tard. En fait, pour les dépenses de plus de 500 euros, comptablement, on est obligé de les amortir, c'est-à-dire Ok. euh, pour pouvoir comptabiliser le bien sur la durée d'utilisation. On va pas passer en une seule fois le coût de l'ordinateur, là, par exemple, mais on va le passer sur la durée d'utilisation de l'ordinateur qui est fixée par l'administration fiscale à 3 ans. Donc, on va passer au prorata temporis. Voilà, en gros, chaque année, un tiers du montant de l'ordinateur. Sauf que voilà, quand tu achètes un ordinateur au mois de décembre, tu l'amortis sur 3 ans, mais tu vas passer seulement un seul mois Bah oui. d'amortissement sur les 3 années d'amortissement du bien. Donc, comptablement, en fait, ça va créer aucune charge ou très, très peu. L'impact sera minime. Il faudrait l'acheter en janvier du coup.
Exactement. Si tu l'achètes en début d'année, là, tu as un vrai amortissement sur une année pleine. Donc, l'impact en termes de déduction est plus important. Ah oui, et puis on peut pas le constater d'avance. Enfin, il n'y a pas de PCA, ça marche pas. Les freelances font pas ce genre de choses-là, hein. Non. Pensez à poser vos questions, effectivement. C'est Cassandra qui se relance toute seule. Igor, dans le chat, nous dit que finalement, une mission de consultant, ça fait rapidement 100 000 euros par an. Donc c'est vrai qu'une micro BNC, enfin non, du coup la TVA c'est pas un sujet et puis et lui du coup il trouve ça chouette d'avoir la TVA à déduire, c'est un avantage. Mais même de manière générale une micro BNC quand tu fais 200 jours de facturé dans l'année sur une mission à plus de 12 mois, effectivement la micro BNC elle se fait exploser en plafond et il vaut mieux transférer le contrat sur une SASU ou une SARL le plus vite possible quoi. C'est bien ça? Ouais. Ouais, je te rejoins, Damien. En société, tu vas pouvoir un peu plus arbitrer, voilà, l'arbitrage qu'on mentionnait tout à l'heure, rémunération, dividende. Ça te permet de mieux maîtriser ta fiscalité à la fin. Généralement, en plus de la déduction des frais, ouais, ça te permet sur des montants comme ça de chiffre d'affaires importants, ça te permet de faire certains gains d'impôts, de charges sociales. Donc ça peut être intéressant. Hop. Et qu'est-ce qu'on avait? Différence avec la micro, on l'a mentionné, etc. Non, mais après, c'est ok. Et j'avais une question aussi sur la clôture, c'est-à-dire que si tu as une clôture décalée au 30 juin ou au 30 août, est-ce que la barre du 31 décembre, elle est quand même importante ou pas? Non, 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 elle est beaucoup moins importante. Le seul impact, en fait, ça va être au niveau de la fiscalité, puisque Sur la rémunération, ouais. ouais, c'est sur la rémunération, c'est ça. Quand tu prends de la rémunération en tant que dirigeant, le salaire, tu dois le déclarer en salaire et traitement auprès de l'administration fiscale. Donc, c'est la même fiscalité qu'un salaire de salarié au final. Mhm. Mais donc, du coup, ça, c'est par année calendaire. Donc, la REM que tu te prends sur l'année civile 2025, voilà, tu la déclares et c'est sur cette base-là que tu paies ton impôt sur le revenu. Donc là, il y a un impact. Mais sur l'arbitrage pour maîtriser ton impôt société, pour baisser ton résultat, là non. Il y a pas d'enjeu au 31 décembre de passer plus de charges. Cassandra dit prenez rendez-vous dans l'agence chez Number, dans l'agence la plus proche de chez vous. C'est-à-dire que les agences Number, il y en aura bientôt plus que les agences bancaires. Donc, il y aura plus de comptables que de Là, banquiers à la on est à clôture. 19, donc ça commence à faire. Et les réseaux d'agences bancaires, ils sont de plus en plus petits. Donc, je pense qu'à un moment, vous allez vous croiser, hein. Il y aura bientôt 200 agences Number. On va Ok. prendre leur bureau. On va peut-être Vous- pas sûr qu'on ait les moyens parce que les agences bancaires, souvent, c'est des beaux bureaux dans les bons endroits. Ouais, et puis ouais, il y a des rez-de-chaussée, tout ça. Mais il n'y a plus de coffre, hein, par contre. C'est dommage. Ils seront reconvertis dans des lieux atypiques pour des saunas et des hammams. On est sur la fin du webinaire. Il faut poser vos dernières questions. N'hésitez pas, même. En vrai, au pire, on vous dira que c'était trop un cas particulier et on vous répondra en chat ensuite. Enfin, on enverra un message privé sur LinkedIn. Mais c'est les dernières minutes pour vous poser des questions. Toi, Laurent, il y avait un sujet que tu voulais aborder encore? Ou est-ce qu'on a tout mentionné? Ah, je me rends compte que j'ai pas été totalement complet sur les dividendes parce que j'ai surtout Ouais. mentionné la partie sociale avec le fait de payer des cotisations sociales quand tu as un URL à 45%. Et sur la SASU, tu payes les prélèvements sociaux à 17,2. Mais il faut ajouter à ça, dans les deux cas de figure, de l'impôt sur le revenu. Et là, il y a un arbitrage à faire au niveau de la fiscalité. En fait, il y a deux possibilités sur la fiscalité des dividendes. Le régime de droit qui s'applique, c'est ce qu'on appelle la flat tax. En fait, c'est un taux fixe qui est à La flat tax. 12,8%. C'est-à-dire que même si tu es sur un taux d'impôt sur le revenu à 41% en tranche marginale sur ton impôt sur le foyer fiscal, ben, sur tes dividendes, tu seras à 12,8. Donc c'est là où généralement il y a des grosses optimisations à faire en termes d'impôt. Donc ça, c'est le régime de droit. Mais dans certaines situations, 12,8, c'est déjà plus que l'impôt sur le revenu que tu dois payer. Et donc dans ces cas-là, ça peut être intéressant d'opter pour l'autre régime, qui est le fait d'être imposé sur 60% des dividendes au taux du barème progressif. Donc là, on n'a pas le taux fixe à 12,8, mais on a un taux qui est calculé en fonction de tous les revenus du foyer fiscal. Ouais. Et on applique ce taux-là sur 60% des dividendes. Donc on a droit à 40% d'abattement sur les dividendes versés. Ouais, donc là, Donc du coup, pour regarder ça, faut voir comment mon foyer avec ma compagne, il rentre dans les barèmes sur les différents plafonds d'impôt sur le revenu, c'est ça? exactement, c'est exactement ça. Les différentes assiettes, c'était ça le mot que je cherchais, je crois.
Ouais, c'est ça. Tu as des assiettes de revenus. Il faut que tu compares ton assiette de revenus et le taux marginal que tu atteins versus les 12,8, quoi. Et voilà, et en fonction, tu fais ton arbitrage. Après, c'est aussi le rôle du cabinet d'expertise comptable. Alors, je ne sais pas si vous avez tous un cabinet, mais nous, en tout cas, sur Number, c'est ce qu'on fait. C'est des discussions qu'on a avec tous nos clients. Quelle option fiscale choisir? Les 12,8, le barème progressif avec l'abattement de 40%. Quel arbitrage je fais sur ma rémunération, mes dividendes en fonction de mon impôt et des charges sociales que je dois payer et de niveau de protection sociale que je dois Ouais. atteindre. Donc ça, c'est vraiment des discussions que vous devez avoir avec votre expert comptable. Et c'est lui qui va faire les simulations et qui va être en mesure de vous dire, bah, tu dois prendre X euros de rémunération Ouais. et X euros de dividendes pour optimiser ta situation. On va prendre la question du docteur Axel. Est-ce que tu connais le dispositif zone franche urbaine? Hop. Oui, ouais, Ouais. je J'ai j'ai- connais. j'ai vu des Ça marche localités aussi autour de avec chez nous qui le faisaient, ouais. les zones rurales aussi. Il y a certaines zones rurales qui bénéficient d'exonérations fiscales. Mhm. Par contre, ouais, j'étais pas au courant s'il y a des nouveautés sur 2026 là-dessus. Je sais que ça nous permet d'avoir des exonérations d'IS sur les premières années d'activité. Mais là, faire attention, il faut, pour être zone France urbaine, vu que derrière, ça nous permet d'avoir de gros gains d'impôt sur les sociétés. L'administration fiscale regarde, il faut être établi dans la zone franche urbaine. Et il y a aussi une histoire de chiffre d'affaires réalisé dans la zone en question. C'est pas le tout d'être défini dans la zone, d'avoir son siège social dans la zone, mais il faut aussi prouver que économiquement, en fait, on rapporte à la zone et donc on génère du chiffre dans la zone en question. Ouais, sur la CFE aussi, hein, le fait de prendre une domiciliation, ça marche pas systématiquement, hein. L'administration, elle peut requalifier en disant, bah non, en fait, vous habitez pas là. La CFE, vous l'avez pas, la payée où vous êtes, hein. Mhm. Christophe nous dit que la retraite, pour acquérir des trimestres, il faut au moins 7 000 € de rémunération par an. C'est vrai que si on prend un montage avec une SASU et qu'on se paye pas assez sur la SASU, ben en fait on n'a pas notre trimestre du tout, quoi, hein. Ouais, c'est ça. Dans les arbitrages à faire, c'est pareil en EURL aussi. Mais bon, en EURL, normalement, le format fait que tu as plus intérêt à te rémunérer, donc la question se pose moins. Mais Ouais. oui, tu as un montant plafond de rémunération pour valider tes 4 trimestres de retraite. Donc, en effet, Christophe, c'est les 7 000 euros. Donc, ça, c'est un premier seuil. En SASU, il y a un autre seuil à avoir en tête, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, le plafond annuel de la sécurité sociale fait que, en fait, au-delà de ce seuil de rémunération, tu vas atteindre certains paliers de cotisation, donc tu vas payer encore plus de cotisation, alors que les droits créés en termes de protection sociale ne seront pas proportionnels. Donc, tu vas payer Ouais. plus pour pas forcément plus de protection sociale. Donc, là, le plafond doit changer en 2026. Ils le mettent à jour d'année en année. Ouais, il va passer à 48 060 euros. Donc là, on parle de rémunération brute. Mhm. Donc en SASU, il y a toujours le brut, le net. En EURL, on n'a pas ces considérations-là parce que on n'est pas assimilé salarié, donc on n'a pas de cotisation salariale et patronale. Donc on parle que de net en EURL. Mais en SASU SAS, voilà, on parle de rémunération brute pour le plafond annuel de la Sécu à donc 48 060 euros. Donc en gros, au-delà de 48 060 euros, ça ne sert pas à grand-chose de se prendre du salaire parce qu'on est déjà voilà, à l'optimum de cotisation à payer Mhm. versus droit créé. Ah, effectivement, après 48 000 €, ça reste un plafond quand même très très honnête, hein. Parce que Oui, ça ouais, fait, ouais, c'est pas mal déjà. Ouais. je suis en train de réfléchir, mais ça fait au Ça moins fait 3 000 € 4 net 000, par mois. ouais. Ça fait 4 000 net par mois? Brut, brut. Ouais, c'est ça, hein, le net il reste quand même assez, il reste autour de 3 000, quoi. Ouais. Ok. Bon, mais les dernières questions, si vous les avez. Sinon, après, on va pouvoir laisser Laurent aller manger. C'est quoi, t'as une idée du repas que tu vas avoir après ou pas? Non, pas du tout. Là, j'ai pas trop d'inspi. Ça, faut que vous sachiez, c'est que les prépas, les rendez-vous avec Laurent, des fois, ils sont entre midi et deux, etc. Je pense que tu sautes des repas quand même assez souvent. J'ai Ouais, l'impression que ton repas, c'est souvent un sandwich entre deux calls, quoi. ça peut être ça. Après, je me rattrape ailleurs, hein. Je pense que ça se voit un peu. Donc, Donc, mais non, tout va bien au niveau alimentaire. tout va bien.
On va pas te laisser mourir de faim. Non. Ok, et ben merci beaucoup à tout le monde. Je mets le générique de fin pour que vous ayez le temps de vous dire au revoir. Il n'y a plus de questions, c'est fini. Bah ouais. Et puis bah, merci beaucoup à toi Laurent. N'hésite pas à rester avec moi dans l'onglet ou à laisser l'onglet ouvert même si tu pars pour que